temps pour ceux qui sont en ligne. En fait, nous allons faire deux présentations en boucle et nous prendrons les questions après. Alors, bonjour. On a déjà pris contact, on se connaît un peu. Le micro. Ah. Alors, c'est bon là, maintenant. Alors, je disais que pour nous, nous avons déjà pris contact. Et je m'en vais vous faire une présentation sur comment est-ce que nous pouvons, à travers la cinéculture, contribuer aux différents efforts au niveau national et international pour un développement durable. Et étant donné que le Centre africain de recherche et de formation en cinéculture a pour vision de ouvrir ou à la limite quadriller tout le continent africain, nous allons donc axer notre intervention en rapport avec les actions menées et les actions à mener dans le but d'atteindre cet objectif de couverture ou de cadrage du continent africain par la cinéculture pour contribuer aux différents efforts d'atteindre le développement durable. Et je vais reprendre un peu la présentation qu'avait faite ma patronne, la présidente du comité du conseil d'administration, parce qu'on n'avait pas eu les diapositives, la présentation, donc je vais reprendre assez rapidement pour que vous ayez une idée de ce que c'est que le Centre africain de recherche et de formation en cinéculture qui a été créé en 2016 au Burkina Faso avec la contribution de Massa qui vient de passer ici. Et nous avons donc obtenu le récépissé au Burkina Faso en février 2018 et le récépissé au Togo en février 2022. Donc de février à février, ça a été un peu assez fidèle, mais c'est pas une coïncidence. Le mois n'a pas été intentionnellement choisi. Alors, comme déjà aussi mon prédécesseur à cette tribune a fait mention de la collaboration qu'il y a entre Sony CSM, Cineco Inc. et le Centre africain de recherche et de formation en cinéculture. Je vais passer assez rapidement sur ces quelques slides qui reprennent à peu près la même idée pour vous permettre de gagner un peu en temps. C'est temps précieux. Alors, Sony CSM, qui est la maison mère de la cinéculture, dans laquelle travaille Massa, a mis en place alors, je disais que celui c'est celle qui est la maison mère, donc pour ce qui est de la
sylviculture, la maison dans laquelle travaille M. Foucault, il a initié le projet d'expérimentation et par la suite de diffusion de la sylviculture, de commencer au Japon et à partir de 2015 au Burkina Faso et actuellement dans plusieurs pays d'Afrique. Ils ont donc mis en place une structure, une société qui s'appelle Cineco Inc. qui est spécifiquement, vous savez, Sony CSL, c'est la maison de l'électronique, c'est eux qui ont fabriqué la caméra qui nous l'a ici. La maison de l'électronique, et ils ne sont pas que en électronique. Dans le cadre de la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, ils ont un laboratoire de biologie dans lequel NASA travaille, et ce laboratoire-là a pour objectif, l'un de ses objectifs est de contribuer au développement. Et donc c'est dans cette initiative que la sylviculture, la conception de la sylviculture a été. Et à partir de 2015, nous nous sommes rencontrés et nous avons commencé des expérimentations au Burkina Faso. Et les résultats, vu les résultats, donc, la collaboration a poursuivi et ça a donné naissance au Centre africain de recherche et de formation en sylviculture, qui actuellement est la structure chargée de faire la promotion et de coordonner tous les projets qui ont trait à la sylviculture au niveau du continent africain. Alors, l'idée donc de la structure, je pourrais citer, voilà, c'est le résumé de l'écriture passée. Alors ici, nous voyons que Sony CSL, comme je l'ai dit, qui est la maison mère et qui a donné naissance à Cineco Inc., sont les deux structures internationalement habilitées à donner des accréditations. Et vous verrez qu'au centre du cercle, il y a CAF. CAF est au centre de toute activité et tout projet qui va se dérouler sur le territoire africain qui a trait à la sylviculture. Et CAF est chargé de mettre en place, de déployer des agents sur le terrain, sur différents pays. Vous verrez la carte africaine. CAF est chargé maintenant de déployer des agents sur le terrain qui vont travailler sur le champ et aussi en collaboration avec les différents centres de recherche et d'universités pour récolter les données. Et ces agents qui sont appelés Cineco Managers, les gestionnaires de la sylviculture, vont faire remonter l'information au niveau des cartes. Les données récoltées sont transmises à CAF qui compile les données et à son tour les transmet à Cineco Inc. Et à ce niveau-là, Cineco Inc. et Sony CSL travaillent à accorder ou non la certification de tel champ de sylviculture dans tel ou tel pays. Et là, l'information redescend au niveau de CAF qui, à son tour, la transmet à tous les droits, donc aux agents sur le terrain et aux fermiers concernés donc par l'action de certification. Et dans cet objectif, nous avons été structurés ainsi qu'il suit. Nous sommes dirigés par un conseil d'administration dont la présidente est Madame Massi. Et nous avons, en bas du conseil d'administration, nous avons un secrétariat, une direction exécutive et dirigée par un directeur exécutif ou une directrice exécutive. Voilà. Et cette direction exécutive a 3 services. Il y a le service administration et financier et juridique. Il y a le service recherche et il y a un secrétariat central.
Et maintenant, au niveau continental, nous avons préféré suivre le découpage administratif de l'Union africaine. Donc ça, en fonction des différentes sous-régions. Nous avons la sous-région de l'Ouest, l'Est, le Centre, le Sud et le Nord. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons des représentations ou des sympathisants dans 35 pays, une trentaine sur le continent africain. Nous n'avons pas le temps de citer tous les noms des. Alors, ici commence mon intervention proprement dite. Nous avons la volonté et l'ambition de lancer une nouvelle orientation mondiale pour l'agriculture. Nous, en ce qui nous concerne, je dirais plutôt une orientation continentale de l'agriculture, mais en suivant les données d'actualité au niveau mondial. Donc, nous voyons que l'agriculture jusqu'ici est dominée par la monoculture, et je ne vais pas revenir longtemps là-dessus parce que ça je peux aborder ce point-là. Le système de la monoculture, ce n'est pas que l'agriculture dite conventionnelle ou biologique. Même l'agriculture biologique pratique la monoculture. La monoculture, c'est le fait de privilégier une espèce au détriment des autres. Sur mon champ, je veux voir seulement du maïs. Je décide que sur cette espace-là, je ne veux voir que du maïs. Tout ce qui n'est pas maïs est décidé et vu comme mauvais à éliminer. Ça, c'est la monoculture. Et ça se pratique même sur la monoculture. C'est pour ça que la sylviculture est plus que l'agriculture biologique. Peut être qualifiée d'agriculture biologique, dans ce sens que ça n'emploie pas les substances chimiques, les intrants chimiques. Mais ça va au-delà de la simple agriculture biologique qui, elle aussi, pratique la monoculture. C'est un peu ça l'idée. Le nouveau système de production devrait être efficace en termes de ratio d'entrée et de sortie, et en termes d'énergie. Et normalement, il devrait aussi bénéficier d'un soutien beaucoup plus important en termes de ressources minérables. Et il y a le besoin qui se fait sentir de plus en plus en termes de bouche à nourrir. Et c'est ça, c'est à ce niveau-là que se situe le dilemme, le défi. L'agriculture, jusqu'ici, a été vis-à-vis c'est comme les développementalistes et les écologistes, qui sont comme en dualité, les uns pour soutenir la productivité, pour répondre aux besoins d'existence, de subsistance qui est réel, et les autres qui se battent pour la conservation, la préservation de l'environnement, qui est aussi une nécessité impérieuse. Et la synéculture intervient à ce niveau-là pour essayer de concilier les deux, mettre l'accent sur la productivité et en même temps qu'on met l'accent sur la diversité biologique, la biodiversité. Et l'augmentation, non seulement la restauration de la biodiversité, mais arriver jusqu'à son augmentation, aller au-delà de ce que l'on peut observer au niveau de la nature. Le problème que nous rencontrons, pas seulement en Afrique, c'est le problème qui est universel, est que le 20e siècle a été le siècle dit donc des révolutions. La révolution verte qui a été la révolution verte qui a débuté depuis les années 60
et la technologie, donc la technologie de haut rendement du blé et du riz a généré, donc, a été généré par les efforts de recherche et de collaboration de part et d'autre au niveau mondial et international. Et nous verrons que cette technologie elle est bonne. Et la révolution verte a été un vrai succès dans le sens que ça a répondu à un besoin ponctuel. Ça nous a aidé à répondre aux besoins alimentaires du moment. Mais si on revient aux besoins aussi de survie de la nature dont fait partie les êtres humains, nous verrons que quand on met sur la balance le besoin de productivité, de production d'économie, de développement et le besoin de survie de la nature humaine et de la nature tout entière, nous verrons que le bon sens voudrait que l'on mette un peu d'eau dans le vin, bien que de l'eau dans le vin, ça devient un peu invivable. C'est là qu'il faut pouvoir trouver le juste milieu, trouver le moyen de concilier les deux. Vous savez, la sylviculture, ce n'est pas, je le dis aussi, c'est pas une invention. C'est une pratique qui existait déjà. C'est que la science en est apparue pour implémenter, pour l'améliorer. Nous savons très bien que les questions d'intrants et tout ça, c'est venu avec la colonisation. Ils sont venus nous montrer comment produire plus. Et ça répond aussi aux besoins de l'être humain qui est insatiable sur tous les plans. Plus vous en avez et plus vous en avez besoin. Et cela crée un cercle vicieux. Plus on en a besoin et l'idée ici, c'est de trouver vraiment, et surtout pour nous en tant qu'Africains, de trouver excusez-moi, les gens en ligne m'interpellent. Ok. Paul, tu veux bien couper ton micro? Il y a du bruit en arrière-plan et ça gêne les autres participants en ligne. Tu peux appeler Paul, dis-lui de couper le micro. Il a laissé ouvert, mais il ne coupe plus ici. Voilà. Donc, Brahim, merci, nous allons solutionner cela et nous continuons. Je comprends, Brahim. Nous allons résoudre cela. Alors, c'est bon. Ok. Désolé pour mais il se plaignait que le micro de quelqu'un d'autre fait des interférences et il n'arrivait plus à suivre. Ok. Alors, donc, le premier point que nous avons traité était celui donc, de la question du besoin qui a conduit à ce que, au développement vert, la révolution verte plutôt, et la révolution verte, elle aussi, à un moment donné, a montré ses limites. Et ça a mis en exergue le fait qu'on ne peut pas mettre l'accent sur la productivité qui répond à un besoin réel, il est vrai, mais qui met en danger la survie
de l'humanité pour le futur, les prochaines générations. Et tous les scientifiques s'accordent à dire que le besoin de préservation, de reconstitution de la nature, de la biodiversité est réel, et que si on continue la courbe actuelle, si nous continuons tel que nous le faisons, nos pratiques actuelles, nous allons droit vers ce que les scientifiques appellent l'effondrement écologique. Et effectivement, les scientifiques qui sont, la plupart des scientifiques, s'accordent que cela, si nous continuons avec nos pratiques actuelles, nous allons droit vers ce effondrement qui va donc occasionner des catastrophes. Vous savez, la nature est s'auto-régule. D'une façon ou d'une autre, la nature va toujours se changer. S'il y a une espèce qui domine l'autre, à un moment donné, la nature va décider d'elle-même de régler le problème. Pourtant, actuellement, la plus grande partie du problème, ce sont nous les humains. Le problème de survie de la nature, la plus grande partie du problème vient de nous. Et si nous constituons le problème, sachant qu'un jour ou l'autre, la nature va décider de résoudre ce problème-là. Donc, l'idée est de voir déjà comment est-ce que nous pouvons commencer par trouver la solution au problème avant que la nature elle-même ne s'en charge. Alors, toujours dans ce sens de l'énoncé du problème, il y a les pénuries, comme vous disiez, c'est un besoin réel. Que la productivité, la production, le besoin de production, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes de la production agricole, parce que c'est ce que nous disons. Le besoin s'accroît de jour en jour parce que les bouches à nourrir se multiplient. Maintenant, la question qui est donc de savoir si l'agriculture familiale peut nourrir l'humanité, peut répondre que oui, l'agriculture familiale peut bien le faire. Pourvu que nous revoyons notre manière de produire, pourvu que nous trouvions le système qui rend durable notre processus de production. Sinon, nous allons nourrir l'humanité. Nous allons nourrir l'humanité pour un temps, mais un moment viendra où nous ne pouvons plus le faire, même avec l'agriculture industrielle. Le moment viendra où vous savez qu'il y a plusieurs espèces qui sont en extinction. Et si l'extinction continue, il viendra un moment où même l'agriculture conventionnelle ne pourra plus. Vous prenez l'exemple déjà il y a une dizaine d'années, je ne sais pas si c'est vrai pour le Togo, pour le Burkina et le Mali que je connais un peu plus, et d'autres pays d'ailleurs, la quantité d'engrais qui suffisait à obtenir une certaine quantité de production sur l'hectare ne suffira plus. Ça ne suffit plus. Il faut, c'est comme de l'alcool. Quand vous commencez, c'est comme toutes sortes d'addictions. Quand vous commencez, une petite quantité vous suffit. Mais au fur et à mesure que vous êtes là-dedans, ça en demande plus. Et c'est la même chose pour le contrôle des insectes, des pesticides. Vous verrez également que ce qui suffisait ou même les insectes elles-mêmes développent un système de résistance. Et soit il faut augmenter la dose, soit il faut changer de formulation. Et on se lance dans un cercle vicieux. Moi je le dis toujours, nous ne disons pas que la sylviculture est l'unique option. Nous posons le problème, nous lançons la réflexion, le besoin
il est impérieusement, nous avons impérieusement besoin de changer de paradigme, de changer de mode de production. Et nous pensons que la cinéculture peut y contribuer. Alors, une nouvelle vision et plus grande donc, de leadership, une vision plus grande de leadership est nécessaire pour élargir la base scientifique de l'agriculture au cours des prochaines années. Là, c'est pour dire que nous savons que ce n'est pas aussi simple que ça. Pas dire à l'agriculture familiale peut nourrir l'humanité, c'est bon, et donc on note que c'est bon. C'est plus compliqué que ça. Mais c'est possible. Il suffit aussi souvent de lancer la réflexion. Souvent, on ne fait pas quelque chose parce qu'on ne pense pas que c'est possible. On n'essaie pas. Souvent, on n'essaie pas parce qu'on ne pense pas que c'est possible. Et peut-être qu'une fois qu'on essaie, on peut voir quelque chose qui ne marche pas très bien et avec plusieurs essais, on change toujours, on modifie toujours ce qui ne va pas bien et on trouvera les moyens de s'en sortir. Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut que nous soyons un peu dans l'intermède entre les scientifiques et les profanes comme nous. Puisque les scientifiques, c'est le protocole, voici c'est le procédé, c'est la méthodologie, et c'est vrai. Et souvent, il faut aussi se garder un questionnement constant, un questionnement perpétuel. Il faut toujours se questionner et ne pas toujours rester sur les chantiers battus, sortir souvent des chantiers battus. Essayer ce qui apparaissait impossible. Il n'y a pas que la cinéculture, il n'y a pas que l'agriculture, même au niveau de, quand vous regardez tout ce qui a été le développement, il y a plusieurs siècles en arrière, on n'aurait pas pensé que quelqu'un peut quitter à Lomé aujourd'hui et ce matin, et il quitte Lomé à 5 heures, je ne sais pas quel est le temps de vol entre Lomé et Paris. Je sais que pour Ouaga, vous avez 5 heures de route. Vous quittez à Ouaga 5 heures et à 10 heures, vous êtes à Paris. C'était inimaginable. Des gens qui ont été traités de fous ont essayé quelque chose que les gens pensaient impossible. C'est toujours, moi, l'objectif, c'est toujours de lancer la réflexion. Nous savons, je ne suis pas le seul à lancer la réflexion. Je dis ici, je cherche à orienter la réflexion vers la agriculture comme un des moyens pour l'agriculture familiale de s'adapter et de résister aux effets des changements climatiques. Dans ce sens que nous avons, avec la cinéculture, la possibilité d'accroître très très considérablement la biodiversité sur l'espace champ. Et comme les économistes le disent, il n'y a pas de petite économie. Si vous arrivez à accroître la biodiversité sur votre champ, sur 1 hectare, c'est déjà bon pour l'humanité, c'est déjà bon pour la nature. Et peut-être que vos résultats et vos travaux, vos expériences vont aussi inspirer votre voisin et ça fait tâche bien. Le besoin de nouveaux paradigmes pour l'agriculture. Ici, nous avons besoin d'aller au-delà de, quand nous parlons de développement agricole, à travers la cinéculture, nous voyons plus loin que le champ. C'est tout un ensemble, un système d'intégration de toutes les dimensions de la société humaine. La dimension santé, la dimension technologie,
dimension, toutes les dimensions, la dimension éducation, et c'est pour ça que nous avons dans notre système inclus, nous avons comme partenaire technique essentiel le CSDC, qui est le système complexe système digital campus, qui est basé sur l'éducation sur les systèmes complexes et qui permet donc avec la technologie, c'est la nouvelle technologie, qui nous permet d'être connectés, les uns aux autres, de connecter les agriculteurs, les producteurs aux consommateurs. Souvent, nous parlons aussi des pénuries qui souvent ne sont pas dues que de l'absence ou de la faiblesse des productions. C'est aussi souvent la gestion de cette production-là. Il y a pas mal de tomates, je prends toujours le cas du Burkina que je connais très bien, des tomates qui pourrissent sur les champs parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Et pourtant, quelque part, il se trouve des gens qui ont besoin de tomates et qui n'en ont pas. Ce système peut nous permettre de rester connectés. On peut être ici, ici à Kara, et commander de la carotte à partir le nord, là, votre nord, d'Apaon, ou être à Lomé et commander des oignons à partir commander des oignons et je ne vais pas bien le but c'est-à-dire qu'on peut, l'idée est aussi de connecter les producteurs et les consommateurs. Donc dans le système du pair à pair. Et nous verrons qu'il y aura de la valeur ajoutée au niveau, donc, il y a une plus-value au niveau pour les producteurs qui auront la possibilité de vendre de ce tout qu'ils ont produit, en plus de ce qu'ils ont en gros. Et aussi le système de la synécoculture, qui est un système basé sur de petites récoltes étendues sur toute l'année. Cela veut dire qu'à tout moment, on peut avoir des choses, des récoltes. On peut avoir quelque chose à récolter sur son champ. Dans le système, toujours, ça s'inscrit toujours dans le système donc, de l'agriculture familiale. Et même si l'agriculture familiale n'arrive pas à nourrir tout le monde, au moins les agriculteurs eux-mêmes arriveront à se nourrir. Et ça, ce n'est pas rien déjà. Alors, la transformation sociale de l'agriculture dans les terres faibles, à faible fertilité et dans les situations agroécologiques plus difficiles pourrait être un élément aussi plus important dans ce type donc, de filet de sécurité, dans ce sens que, avec cette connexion, un agriculteur kényan rencontre peut-être les mêmes problèmes qu'un agriculteur malien. Au Mali, l'agriculteur a rencontré les mêmes problèmes il y a une saison passée et a su peut-être résoudre ces problèmes-là. Et peut partager son expérience à un agriculteur kényan dans le sens donc de cette idée de connexion. Et là, le problème qui a été résolu, nous savons très bien que les choses ne se transportent pas dans le sens du copier-coller intégral. Il faut toujours des adaptations à la situation locale, mais on peut toujours s'en inspirer. Alors, dans le contexte donc, des changements climatiques, la pénurie des ressources et de l'urbanisation fait trois problèmes combinés ici. Alors, la question de savoir comment assurer un approvisionnement alimentaire suffisant pour tous se pose
de plus en plus et avec opulence. C'est ce qui est ressorti des questionnements que nous avons eu ici. Il y a le phénomène des changements climatiques. Comment on fait? Il y a la pénurie des ressources. Comment on fait? Il y a l'urbanisation. Le problème évoqué par notre amie ivoirienne illustre à souhait le problème de l'urbanisation qui profite de chaque centimètre carré pour mettre en valeur l'habitation. Ça laisse peu de place à l'agriculture. Comment on fait? Le problème est posé. Je n'ai pas la prétention de détenir la réponse. Le problème est posé. Toujours est-il que nous devons toujours nous mettre en tête, et c'est ma philosophie, que c'est toujours possible. Et tant que c'est possible, ça peut être difficile, et ça ne veut pas dire que c'est impossible. Alors, il est vrai que plein de potentiel de production des variétés à haut rendement de blé, de riz et d'autres cultures développées au cours des 30 dernières années n'a pas été pleinement exploité dans bon nombre de pays, surtout pour nous, les pays dits en voie de développement. Bien que cela reste une ressource importante d'augmentation de la production alimentaire, il ne sera pas facile de réaliser ce potentiel car les agriculteurs ont déjà utilisé la partie la plus confortable de la courbe de réponse à ces variétés à haut rendement. Nos chercheurs ne finissent jamais de chercher. Il y a toujours ces variétés, soit variétés à haut rendement, soit variétés à cycle court, variétés résistantes telle ou telle résistante à la sécheresse pour nous qui sommes dans le Sahel là-bas, et variétés résistantes à telle ou telle espèce nuisible, sec. Toujours est-il que les problèmes se succèdent aussi bien que les solutions sont apportées. Et ici, l'idée est de voir la question qui se pose, est-ce qu'il n'est pas bien de voir le côté retour à la source, retour à la nature, l'autorégulation naturelle. La nature se régule toute seule. La nature se régule toute seule. Ici, nous pouvons contribuer à cette autorégulation naturelle en apportant, comme vous le savez, la biodiversité, c'est la vie. Et il est démontré dans plusieurs études que nous verrons certainement demain que les produits issus de la sylviculture sont beaucoup plus appréciés, appréciables, efficaces dans le domaine du métabolisme pour nous, pour les consommateurs. Ce n'est pas seulement plus sain, c'est aussi plus nutritif. Il y a eu une étude comparative qui a été menée pour voir la valeur nutritive, pas seulement en termes d'absence de résidus, de pesticides et autres, mais en termes de valeur nutritive, la quantité de la valeur nutritive donc, des produits issus de la sylviculture en comparaison avec les produits issus de la monoculture. Et comme l'exemple aussi qu'on peut prendre terre à terre, comme j'aime le faire, c'est nous sommes nombreux ici, la population de Kara, vous êtes nombreux, n'est-ce pas? Si on renvoie tout le monde et on ne laisse qu'une personne ici, la ville de Kara est très belle, il peut trouver la meilleure villa qu'il veut, mais il sera malheureux s'il est seul, si on laisse une seule personne ici et tout le monde disparaît,
ça voit tout le monde, il ne fera pas de toute la richesse qu'il a. La personne peut même mourir de déprime. Voilà. C'est la même chose pour les. Nous avons besoin du brassage, nous avons besoin du brassage, la diversité. Et c'est la même chose pour les végétaux et pour les animaux. Ils ont besoin les uns des autres. Ils se rendent service mutuellement. Et la monoculture coupe cette chaîne de transmission-là. Et là, pour les produits issus de la monoculture, on n'a que ce que l'espèce peut produire en termes de qualité nutritive. Par contre, si l'espèce pousse et croît, se développe en brassage avec d'autres espèces, elle contribue, elle donne des éléments propres à elle, à ses voisins, et aussi elle puise quelque chose pour ses voisins. Un exemple aussi simple, si on veut classifier les espèces en termes de fonction, vous avez les légumineuses qui ont la capacité de synthétiser l'azote synthétique et le fixer dans leur mesure. Et vous avez les plantes ornementales qui sont naturellement répulsives. Les insectes, si cette plante est là, les insectes fuient la plante. Vous verrez que cette plante-ci, elle est à côté d'une plante qui autrement serait attaquée. La présence de cette plante-là, les essences chimiques qu'elle émet, va repousser les insectes et elle sert de protection à son voisin. Ça, nous allons aussi probablement y revenir, mais c'est des choses élémentaires que vous savez déjà. Alors, les agriculteurs donc devront désormais passer à la partie la plus difficile de la cour, ce qui nécessiterait l'application de doses plus élevées, que ce soit au niveau des engrais ou des pesticides. Et ça répond à la logique plus on en a besoin. C'est comme aussi l'exemple que j'ai pris avec les addictions. Vous commencez avec une petite dose pour l'alcool, un verre vous suffit peut-être, et vous continuez, peut-être vous allez aller à un deuxième verre, et au fur et à mesure, 2 verres ne vous suffit plus, vous tombez facilement dans l'excès sans vous en rendre compte. Et c'est la même chose, c'est à peu près la même chose. Alors, le défi scientifique à relever, puisqu'il faut, comme je l'ai dit, il faut trouver, être l'entremêle entre la science et les scientifiques et les praticiens, les profans. Alors, le défi donc que la science doit relever, c'est donc de développer un nouveau type de technologie de production pour la grande majorité des agriculteurs pauvres, des terres très arides et marginales. Ça, c'est un grand défi. Et nos chercheurs, les chercheurs que vous êtes, votre rôle en tant que chercheur, c'est de nous trouver, voici notre problème, trouvez-nous la solution. Et la solution que nous vous demandons de trouver est celle donc de trouver la solution qui nous permet d'accroître la production dans des terres que nous savons de plus en plus faibles. Et sans nuire dans l'idée et dans le principe du développement durable, la définition simplifiée du développement durable qui dit que le développement durable c'est un développement qui permet à la génération actuelle de subvenir à ses besoins sans nuire aux générations à venir. Et c'est à ce niveau-là que nous pensons que la sylviculture peut être une des alternatives. Et dans tout cela, le rôle du CSDC, qui est composé de plusieurs universités au niveau mondial,
le CSDC est composé de plusieurs universités au niveau mondial et aussi des membres qui sont des ONG membres, tels que CAF est membre du CSDC, et aussi des individus peuvent aussi adhérer au CSDC, des particuliers. Alors, ce travail collaboratif à grande échelle incarnera donc des stratégies sociales intelligentes vers de nouvelles pratiques scientifiques éducatives face aux défis sociaux et environnementaux qui sont donc difficiles dans un monde de plus en plus interconnecté. Les réseaux sociaux, le monde interconnecté, nous sommes ici, peut-être certains d'entre nous actuellement sont en train de discuter avec des gens qui sont aux États-Unis, en France ou à Dakar, ici, en ville là-bas. Donc, nous pouvons aussi tirer profit de cette interconnexion à travers la contribution grâce à la contribution du CSDC. Ainsi, l'idée est que le CSDC conçoit les meilleures connaissances intégrées possibles et des modèles intégrés qui seront utilisés par les acteurs que nous sommes. Ainsi donc, on peut aboutir à l'objectif donc de ce que ils ont appelé l'accélérateur de connaissances. L'accélérateur de connaissances, un pour tous pour un. Alors, les avantages donc, peuvent venir donc, de ces modèles intégratifs et éducatifs. C'est que, comme l'exemple que j'avais déjà pris d'un agriculteur kenyan qui peut profiter donc, aussi de l'expérience malienne, c'est donc un exemple à donner, ça peut être aussi de diverses horizons, d'autres régions de du même pays peuvent aussi rester connectés et nous voyons ici que la raison d'être du CSDC est de coordonner des actions entreprises à tous les niveaux dans le monde pour accélérer leur impact pour la réalisation du bien-être mondial. Il paraît que je suis un peu trop long. Comment? C'est le temps qui est court. Le temps, ah ouais. C'est une autre façon de le dire. Le temps est court. Ok. Alors, nous allons. La synécoculture offre donc un nouveau paradigme pour le développement agricole durable dans diverses zones agroécologiques qui pourraient sortir des millions de petits agriculteurs de la pauvreté et de la faim dans les régions où ils viennent. L'exemple le plus frappant, en plus des résultats que nous avons obtenus au Burkina, c'est le projet que nous avons conduit au Mali à travers un financement donc, de l'Agence française du développement et par l'appui donc de la CEDEAO. Nous avons obtenu un budget pour conduire donc, ce projet appelé ATAMS. Le projet donc ATAMS appuie à la transition agroécologique au Mali par la synécoculture. Ce projet a été conduit donc par CARS en collaboration avec une ONG locale entre 2019 à 2021. Et le rapport d'évaluation a été très bien, de sorte que les initiateurs ont eu l'idée de lancer la deuxième phase de ce projet, vu le potentiel de développement que vous constatez.
lors de l'exécution de ce projet. Alors, nous avons besoin aussi pour notre système de déploiement au niveau continental, donc du partenariat avec la Commission de l'Union africaine. Les démarches sont entreprises et nous étions déjà assez avancés jusqu'à ce que le Covid intervienne pour ralentir encore. L'Union africaine était prête à nous donner des locaux à Addis Abeba pour servir de siège. Maintenant, la dynamique a changé. Covid a mis fin à ce processus, a ralenti ce processus-là et finalement, le sort a voulu que c'est le Togo qui abrite désormais le siège de CAF au niveau international et les actions seront donc menées à partir d'ici. Donc, comme je le disais, les négociations sont très avancées pour l'établissement de ce partenariat. Et le Japon qui nous donne également son appui. Nous allons rapidement conclure la conclusion qui est aussi un peu longue quand même. Alors, la question est de savoir comment est-ce que nous pouvons soutenir des activités qui promeuvent des systèmes agricoles durables avec un potentiel de productivité intéressant, tel que la sylviculture. Et comme je l'ai toujours dit et répété, nous ne pensons pas que la sylviculture est la seule option, mais nous pensons honnêtement que elle constitue une des options pour promouvoir donc ces systèmes qui respectent et rétablissent la biodiversité. Nous devons donc toujours nous appuyer sur nos expériences. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas une invention. C'est des pratiques qui existaient. Maintenant, l'idée est de voir comment on utilise ces pratiques qui existaient et comment les améliorer et les rendre encore plus efficaces. Alors, notre programme s'inscrit en droite ligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et c'est pour cela nous disons que c'est une opportunité donc à saisir. Je vous laisserai le lien. Donc, vous avez certainement cet agenda. Et là, nous inscrivons carrément dans le domaine priorité 3 de l'objectif 5, priorité 1, 2 et 3 de l'objectif 7. Nous sommes très bien alignés donc, dans ces objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est-à-dire que le potentiel existe. Donc les résultats de recherche pertinents doivent être conduits et doivent être pris en compte. Et cela comprendra donc des données des institutions. Nous avons initié, nous avons demandé un partenariat avec l'Université de Cara dans le but donc, dans le sens donc, de cette dynamique-là. Il y a d'autres instituts et universités aussi qui sont en train de faire. Il est donc important de garder à l'esprit qu'il existe de nombreuses cultures vivrières qui sont sous-exploitées. Et la sylviculture met aussi l'accent à ce niveau-là. La valorisation des espèces comestibles ou potentiellement comestibles et qui ne sont pas encore considérées comme telles. Alors, notre exposé tient lieu à mon sens de cri de cœur et nous espérons vraiment que ce cri de cœur sera entendu tout d'abord par vous.